Tous les dimanches, rejoignez l'aventure 1000% pour être 1% meilleur à chaque épisode. Écouter des podcasts, c'est bien, mais vivre un événement, c'est encore mieux. L'équipe de 1000% a eu le plaisir de participer à l'édition 2025 à Lyon du Sommet d'Hypersanté. C'est l'événement référent sur la longévité, un lieu, mais aussi un moment exceptionnel pour rencontrer des gens inspirants et qui nous tirent vers le haut. L'opportunité de rencontrer des experts, des médecins, des chercheurs, des entrepreneurs dans le domaine de la longévité, mais aussi des passionnés comme vous et moi. C'est vraiment une expérience à 1000% autour d'un objectif commun, vivre mieux et plus longtemps. On se donne rendez-vous au Sommet de l'Hypersanté en 2026. On voudrait remercier notre partenaire Phéros. Saviez-vous que notre alimentation moderne est jusqu'à 4 fois moins nutritive que celle de nos ancêtres? Pourtant, le foie de bœuf est l'un des aliments les plus riches de la planète. Seulement 7 grammes suffisent à couvrir une grande partie de nos besoins en vitamines et minéraux. Le problème, nous avons perdu l'habitude d'en consommer. C'est là que Phéros intervient avec son haché révolutionnaire. Un mélange savoureux de 80% de viande de bœuf nourrie à l'herbe et 20% d'abat. Pas de compromis sur la qualité, chaque lot est testé en laboratoire pour garantir sa richesse en micronutriments et oméga 3, tout en restant exempt de polluants comme les métaux lourds ou pesticides. Ça régale. Dans le cadre de notre partenariat, la marque offre aux auditeurs 4 steaks 3 étoiles avec votre première commande de haché féroce. Pour en profiter, il suffit de l'ajouter à votre panier et d'utiliser le code 1000% sur la page de paiement. Lien et code en description. Allez, bonjour à tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de 1000%. Aujourd'hui, on va parler du cerveau. Donc, ça va être un épisode, on espère, passionnant, avec un invité qui est passionnant, passionné. Donc, un grand merci, Monsieur Mouton, de revenir dans notre podcast une deuxième fois, Docteur Mouton. On va vous présenter, toujours accompagné d'abord de la team 1000% avec le Pierrot et Vincent. Les gars, la forme. Très content d'être là. Oui, on attend avec impatience le retour du docteur Mouton sur tout ce sujet passionnant des maladies neurodégénératives. Et aussi, de façon plus générale, aussi comment avoir un cerveau en bonne santé, comment le préserver. Donc, docteur Mouton, on va tranquillement vous laisser vous présenter. Vous le savez, dans 1000%, on a le temps et on prend le temps surtout. Donc, allez-y, présentez-vous pour les gens qui ne vous connaissent pas encore, mais j'en doute. Oh, bon, ça démarre fort parce que j'ai ça en horreur. Bon, je Ah, vais faire très court. 40 ans de carrière médicale, donc médecine générale, 3 ans d'allopathie, une quinzaine d'années quasiment exclusives de médecine du sport, avec une ascension progressive pour finir vraiment par le plus haut niveau, où j'ai, je pense, tout appris, parce que finalement, ce qui convient à ces sportifs, c'est de la médecine fonctionnelle, vu qu'il faut éviter les effets délétères de traitements agressifs, chimiques et bourrés d'effets secondaires. Donc, il faut se débrouiller avec des voies naturelles, aussi se tenir à ce qui est autorisé, évidemment, en sport. Donc, ça a été l'apprentissage idéal. Et puis, 20 ans de médecine fonctionnelle, alors exclusive aussi à Londres. Et puis, depuis Brexit et depuis le premier confinement, un peu plus de 5 ans, retour sur le Luxembourg, où entre-temps, j'avais déménagé il y a une petite dizaine d'années, mais j'étais en train de faire des navettes entre le Luxembourg et Londres, mais depuis 5 ans, je suis au Luxembourg et j'y reste. Voilà. Et donc, médecine fonctionnelle, je continue à avoir beaucoup trop de patients. Bon, c'est difficile de dire non. Et puis, on garde ceux qu'on soigne depuis longtemps, si pas très longtemps. Et puis, il y a des cas nouveaux qui sont interpellants, où on apprend beaucoup. Bref, beaucoup de travail. Et heureusement, pour préparer ce sujet tout à fait nouveau pour moi, et donc je vais beaucoup bafouiller et beaucoup me tromper. Il va falloir que vos auditeurs sont toujours très, très à l'écoute et très pointilleux, donc ils vont pouvoir me corriger. On va avoir des commentaires cinglants. Docteur Mouton, non, c'est pas du tout ça, qu'est-ce que vous racontez? Et oui, mais c'est mon premier podcast, c'est ma première présentation sur le cerveau. Donc voilà, il va falloir beaucoup d'indulgence. Pierre. Juste, docteur Mouton, est-ce que vous pouvez juste nous rappeler ce que c'est que la médecine fonctionnelle? C'est
La croisée des mondes, c'est de la nutrition, de la micronutrition, de l'endocrinologie. Qu'est-ce que j'ai oublié? De la génomique maintenant, Ah pour oui, avoir une bonne personnalisation de la médecine fonctionnelle. Je crois qu'il y a une dimension génomique, mais c'est pas du tout remplacer le reste par de la génomique, mais c'est un apport de la génomique puisque ça permet de mieux individualiser les conseils, notamment nutritionnels, mais pas que, parce qu'il y a quelques génotypes qui débordent aussi sur d'autres domaines. Sensibilité à la stéatose hépatique, intérêt plus ou moins poussé du jeûne intermittent, expliquer des niveaux d'oxydation, notamment du LDL cholestérol. Il y a des génotypes derrière tout ça qui sont des génotypes très très bien documentés, très très clairs, pas du tout suspect de donner des informations non confirmées ou incomplètes. Mais il n'est pas question, ça je profite peut-être de l'occasion pour le dire parce que ça sort beaucoup pour le moment, de remplacer la triade questionnaire alimentaire, hygiène de vie, enfin questionnaire alimentaire, évidemment les conseils alimentaires, hygiène de vie, biologie classique, fonctionnelle classique, mais pas au-delà de la génomique, marqueurs métaboliques classiques, etc. Tout ça reste tout à fait essentiel et ne va pas du tout être substitué par des panels génomiques qui vous diraient tout ce qu'il faut faire, ne pas faire, manger, ne pas manger, supplémenter, ne pas supplémenter. Bon, ça, c'est de la foutaise. Donc, ce qu'il faut, c'est des compléments de génomique. Et typiquement ad hoc, si quelqu'un a un foie gras, ben, il y a un génotype qui est le PEMT, en parenthèse, l'acronyme, et qui permet de voir si on peut aider les gens qui ont le génotype le plus défavorable, notamment avec une alimentation plus riche en choline, CHO, hein, choline, choline, on dit choline, voire une supplémentation en choline, peut-être intermittente. Voilà, ça, ce sont de bons exemples. Les mauvais exemples, c'est des panels qui vous disent que votre foie n'est pas terrible, mais c'est vague, c'est plutôt alarmiste, ou alors que vous avez un risque de cancer accru, comme si on pouvait dire ça, alors qu'il y a des dizaines, des centaines de gènes qui sont impliqués dans les risques de cancer. Donc, non, pas de la génomique n'importe quoi, de la génomique ciblée et comme ligne supplémentaire pour faire de la bonne médecine fonctionnelle. oui. On nous avait reproché d'interrompre le docteur Mouton au dernier podcast. N'y voyez pas d'affront envers vous ou envers lui, mais c'est juste que le navire, souvent, il part au large et il faut le ramener vers le sujet de base. Mais justement, alors Pierre, quand je vais aborder, et je crois que ça va être important, peut-être même central dans notre discussion aujourd'hui, les nootropiques ou les molécules qui peuvent faire du bien au cerveau, ce qui serait bien pour pouvoir interagir avec les gens ne s'endorment pas, puisque tu as l'air de soupçonner qu'il y en a déjà les 3/4 qui sont endormis par mon premier couplet, c'est un peu d'humour les réveille, je crois aussi. Hein, quand Il même. en faut. Ah bon, ça réveille, comme les mauvais films comiques. Et donc, c'est que vous me demandiez, alors dès que j'ai expliqué la molécule, le plus brièvement possible, vous me demandiez, soyons pratiques, quelle dose, dans quel cas, combien, etc. Pour avoir vraiment tout de suite des relais pratiques et peut-être que, voilà. On va faire ça, vous inquiétez pas, des notes, docteur Mouton. voilà, autant de milligrammes parce que j'ai préparé ça aussi. Mais de toute façon, tous les auditeurs sont avec leur calepin et ils sont en train de prendre des notes comme des acharnés. Hein. Donc, Et alors, est-ce que c'est un iPad avec, voyez, un crayon Non, on a l'ancienne. Moi, je nous, pense on a que c'est l'ancienne, plutôt mais- petit calepin. mais on laisse les auditeurs nous dire qu'est-ce qu'ils utilisent comme Ouais. moyen de prise de notes. Oui. Alexandre, est-ce qu'il y a des petits carreaux? Je veux Oui, il y a des petits carreaux, bien sûr. Quadrillé. Ah, bien sûr. Moi, je suis très team petit carreau. On va commencer par une première question, docteur Mouton, pour rentrer un peu dans le vif du sujet. On parle beaucoup du cerveau. On voulait pas rentrer trop dans l'anatomie, le fonctionnement. C'est vrai qu'on parle du cerveau qui serait siège de la mémoire, parfois de la concentration, même pour certains des émotions. Il y a la notion aussi d'apprentissage, de perception. Il y a énormément de choses sur le cerveau.
la première question, elle est très simple. J'aimerais juste que vous nous résumiez pour vous le cerveau, ce que c'est en fait, tout simplement pour nos auditeurs, comprendre juste avec des mots très simples votre vision du cerveau et les interactions qu'il peut y avoir justement sur le corps. Il doit y en avoir des centaines, voire des milliers et encore plus. Mais pour vous, les principales, en fait, les grands axes du cerveau. Ok, bon, ben alors je répondrai plus tard. Ça commence bien. Pas de souci. Le bateau est déjà parti. Je répondrai plus tard et indirectement, quand on parlera des nootropiques, je donnerai une brève définition. J'ai un petit brouillon là-bas pour rappeler ce que les nootropiques font. Et donc, qui sont donc des molécules qui soutiennent en très, très résumé la cognition, voire la mémoire. Et donc là, j'aurai l'occasion d'entrer un peu plus dans le détail, mais ici, pour faire très bref, vu qu'on est vraiment dans des phases introductives qui n'apportent pas énormément, je pense, je vais un peu vous surprendre. Ah, Alors, ma surprenez-nous. définition du cerveau, elle est très, très brève, ça va plaire, ça va rassurer aussi. Sauf si je mets 10 minutes pour expliquer pourquoi c'est court, etc. Non, je vous le livre brutalement. Le cerveau est le deuxième intestin. Et non pas l'intestin est le deuxième cerveau. Ah, ça vous surprend, ça? Le contre-pied. Ah ouais. On adore. Non, c'est pas un contre-pied, c'est l'évolution. C'est l'évolution. Alors, il y a un Français, mais il a un nom un peu impossible. C'est un savant français. Bon, on parle d'il y a des décennies, hein, donc du siècle dernier. Je retrouverai facilement son nom, mais je n'ai pas pensé à rechercher ça aujourd'hui. De toute façon, ça n'apporte pas énormément. Mais il a été pionnier dans cette recherche, dans cette façon d'examiner l'évolution des organismes. Alors là, on parle évidemment d'organismes multicellulaires. Okay, on passe les étapes des amibes et autres joyeusetés, donc des micro-organismes monocellulaires. Mais une fois qu'on a abordé les organismes multicellulaires, que les choses ont commencé à se corser dans l'évolution, on est ici sur des dizaines et des centaines de millions d'années. Je ne vais pas donner des dates précises parce que ce n'est pas le but, et puis je ne suis pas suffisamment expert dans le domaine. On est déjà là au-delà du stade où les cellules humaines on est pardon pas encore au stade où des cellules humaines où il faut peut-être brièvement rappeler ça. Dans une cellule humaine, il y a un noyau qui est une ancienne bactérie et il y a des centaines, dizaines, centaines, milliers, si c'est des cellules musculaires, de mitochondries qui sont aussi d'anciennes bactéries. Tout ça, ce sont des cellules eucaryotes. Donc, on reste dans les stades avant-coureurs avec des cellules moins sophistiquées que tout ça. Mais quand les organismes sont devenus multicellulaires, on voit très bien au fil de l'évolution que quand ça s'est complexifié, on a vu l'apparition d'un système digestif, on va dire, d'estomac. Okay, avec des formes qui suggèrent bel et bien des organes digestifs. Et donc là, ça est devenu de plus en plus raffiné. Et puis beaucoup plus tard dans l'évolution, sont apparus des éléments de cellules nerveuses qui ont suivi une complexification, une évolution tout à fait symétrique, similaire, du copier-coller à ce qui avait été inventé pour rendre les organes digestifs de plus en plus sophistiqués. Et donc, Goliath, c'est tout. Et donc, il y a eu une époque où il n'y avait pas de... Voilà, les gars, il y en a un qui a laissé son portable ouvert. Hein. Et je pense que c'est Vincent. C'est une amende. C'est une amende. Georges, vous inquiétez pas, on vous écoute, on est captivé. Je suis là aussi. Et donc, si vous voulez, il y a eu un stade où les micro-organismes étaient multicellulaires, hein, disons clairement, étaient déjà complexes, mais il n'y avait pas d'organisation au niveau d'un système nerveux. C'est venu après. Et donc, le nec plus ultra dans le sujet qui nous occupe aujourd'hui, c'est l'axe gut-brain, intestin-cerveau. Le cerveau est le deuxième intestin. Et pas l'inverse, si on regarde sur un plan évolutif. Et alors, pour calmer ceux qui vont être un peu choqués,
il n'y a pas un neurotransmetteur dans le cerveau et il n'y a pas une hormone, on va dire digestive dans le système digestif qui ne se retrouve dans l'autre camp. Tout ça est dupliqué, donc ce sont des organes extrêmement proches et pour couronner, pour compléter je crois que Goliath a chaud et qu'il veut aller par terre. Pour compléter la démonstration, c'est le nerf vague que vous aviez d'ailleurs évoqué dans votre petit schéma sur lequel je devais travailler pendant mes vacances. Hein. Bon, évidemment, c'était ça un peu la condition sine qua non, sinon on ne voulait pas de moi. Eh bien, ce nerf vague est un nerf, attention, est un nerf afférent. C'est un nerf qui va du système digestif, essentiellement, vers le cerveau et pas l'inverse. Alors que moi, j'ai appris tout à fait l'inverse. C'était efférent. Oui, lors de mes études de médecine, c'est pas du tout ce qu'on disait. Bon, vous me direz, ça date d'époque, quelque part entre les guerres mondiales, etc. D'accord. Mais moi, j'ai appris que le nerf vague faisait partie des 12 paires de nerfs crâniens efférents. Les autres, d'accord, le nerf vague est afférent et c'est le plus gros et le plus important et le plus sophistiqué. Et donc, lui, il va du système digestif au cerveau pour 80% des fibres. 10% des fibres vont dans l'autre sens. Et alors, il y a encore 10% qui sont en lien avec le cœur, bon, qui fait partie aussi de ce que le nerf vague contrôle. Donc, voilà, je crois que la démonstration est faite. Et justement, ce lien, donc, on le comprend entre le cerveau et le système digestif. Ça signifie quoi exactement? Ça veut dire qu'il faut avoir une bonne santé au niveau de son système digestif pour avoir une bonne santé du cerveau. On y reviendra Voilà. peut-être plus tard, mais est-ce que c'est déjà la base? Évidemment, voilà. Et alors, on a dit C'est qu'on ferait vite. ben, c'est bon. C'est fini, les gars. Non, mais c'est fini. Et alors, ici, j'enchaîne, vu que c'est pas une matière que je connais, j'enchaîne et je vais vous faire 2 heures sur la santé intestinale. On va plus du tout parler du cerveau. Non, je vais pas faire ça, mais évidemment, ça renvoie. C'est pour ça que je me suis jamais beaucoup occupé du cerveau. J'estime que au niveau, je dirais, de l'enseignement, hein, parce que je fais quand même une forme d'enseignement, d'éducation à la santé sur mes vidéos YouTube. J'espère que vous mettrez un lien pour ma chaîne en description de la vidéo, mais vous le Bien faites. sûr, ça sera présent. Ne m'inquiète pas. Et donc, puisque je travaille énormément la santé intestinale, eh bien, ipso facto, je travaille la santé cérébrale, parce que ça va dans ce sens-là, beaucoup plus que l'inverse. Alors, on va parler, moi, je vous avoue franchement, tout ce bazar, et ça, j'avais peur qu'aujourd'hui, vous me fassiez une grosse tête avec les neurotransmetteurs. Moi, les neurotransmetteurs, ça me pompe l'air, ok? Le cerveau n'est pas un sac, plutôt un sac, non, une paroi osseuse qui renferme une espèce de collection de neurotransmetteurs. Cette histoire de ramener le cerveau à des neurotransmetteurs, on va parler de tout aujourd'hui, par pitié, pas de neurotransmetteurs, j'en entends trop parler. Je m'étais dit que je vous montrerai les voies de synthèse des neurotransmetteurs, mais qui sont bien connues, donc on peut s'en passer. Goliath, qu'est-ce qu'il y a? Et donc, cette histoire de neurotransmetteurs, c'est assez basique. Ce sont des molécules qui sont faites à partir d'acides aminés. Tryptophane et tyrosine. D'ailleurs, on va reparler de la tyrosine quelque part plus tard, mais forcément, on est quand même obligé de manger des protéines, donc ce sont des acides aminés qu'on va obtenir. Le tryptophane est plus compliqué parce qu'il n'est pas très facile il n'est pas très abondant d'abord, et puis il entre en compétition avec d'autres, donc c'est vrai que ça peut créer des limitations, mais bon, on connaît ça doit être pris en compte. Et puis alors après, quand on part de ces acides aminés, on décline tous les neurotransmetteurs avec des chaînes, des voies biochimiques complexes dans lesquelles il y a des cofacteurs, mais c'est des cofacteurs que la médecine fonctionnelle va toujours couvrir. Il y a beaucoup de vitamine B, et puis il y a quelques autres trucs. Donc il n'y a pas besoin si tout est bien équilibré, si tout fonctionne bien, si tout est surveillé, corrigé en cas de carence, etc.,
Et les neurotransmetteurs, ils vont se faire grâce à l'alimentation, voire éventuellement à des petites corrections s'il y a des déficits. Vincent? Et donc du coup, Georges, tu parles de neurotransmetteurs comme si c'était un concept un peu trop réducteur pour comprendre ce qui se passe dans le cerveau. Ouais. Et sur 1000%, on a entendu parler de la chrononutrition. Tu vois, adapter ses repas pour une production hormonale en fonction du matin ou Eh de la ben, journée. Est-ce que du justement. coup, c'est pas... Ah, moi, ça me rend fou furieux, là. Ah Si ouais. tu peux déclencher des pulsions violentes chez moi, tu me parles de cette tartine-là, parce que ça. Le problème, c'est que pour faire un neurotransmetteur, il faut du temps. Et oui. Et personne ne peut prouver qu'il faut des minutes, des heures. Moi, je calcule plutôt ça quasiment en jours plus qu'en heures. Bon, évidemment, ça peut être un peu à l'interface des heures et des jours. Mais donc, une chrononutrition qui garantit, enfin, l'idée d'un petit déjeuner riche en protéines, bon, et en graisses, on est bien d'accord quand même sur l'importance des graisses et des protéines sur le premier repas, mais qu'il faille des acides aminés précurseurs des neurotransmetteurs dans un petit déjeuner précoce, au saut du lit, enfin, quand je dis au saut du lit, on me dit que j'exagère, mais bref, tôt dans la journée, pour que les neurotransmetteurs soutiennent le moral, l'envie, tout ce que peut apporter notamment la dopamine, etc., dans les minutes, dans les heures qui suivent, mais ce n'est même pas réaliste sur le plan des délais qu'il faut. Il faut d'abord les digérer, vos protéines du petit déjeuner. Donc là, on est déjà l'après-midi ou le lendemain, et puis il faut encore faire des neurotransmetteurs. Donc ça, moi, je ne supporte pas. Mais bon, il y en a qui y croient mordicus, qui croient voir des preuves cliniques dans leur pratique médicale. Eh bien, moi, je vois des preuves cliniques inverses, c'est-à-dire que mes patients ne suivent absolument pas cet algorithme-là en fonction, je dis bien des neurotransmetteurs. Je ne dis pas que je suis tout à fait d'accord qu'il faut commencer un premier repas gras et protéiné. Bon, mais maintenant qu'ils doivent être pris à l'eau pour qu'à 10 heures du matin, on ne s'effondre pas, déprimé, fatigué, morose. Alors là, j'ai 500 patients déprimés, fatigués et moroses. Enfin non, il y en a probablement 150 là-dedans qui déjeunent tôt, parce que c'est leur chronotype de manger tôt quand ils se lèvent. Et je ne les empêche pas. Par contre, chez ceux-là, j'apprécie qu'ils ne dînent pas tard, parce que alors sinon, ils mangent tout le temps. Ça ne me convient pas du tout. Enfin, ça ne leur convient pas, donc ça ne me convient pas pour eux. Et puis alors, beaucoup d'autres qui finalement... Enfin, moi, j'ai pas faim le matin que celui que je dise, moi. Et est-ce que je suis fatigué, déprimé à 10 heures du matin? Ben, heureusement que non. Sinon, comment est-ce qu'on fait ce podcast? Dites-moi. Ah, mais c'est sûr, moi j'avais entendu ça, tu vois, et je trouvais que c'était trop simplifié la complexité du corps humain. Il y a des choses qu'on ne peut pas, faut pas sous-estimer la puissance du corps. Et tu vois, il parlait aussi de chrononutrition le soir, à manger des glucides pour détourner la voie du tryptophane pour favoriser le sommeil. Euh, voilà, et Ça a été à la mode il y a 20 ans. On a même créé des compléments alimentaires, des poudres à prendre à l'heure du goûter. Puis c'est la chrononutrition avec les goûters sucrés, etc. Bon, il y a eu une mode autour de ça. C'était basé sur des concepts physiologiques et biochimiques qui n'étaient pas ridicules, mais qui en réalité ont des inconvénients parce qu'on ne peut pas impunément faire créer des pics glycémiques et des pics d'insuline chez les gens qui en ont déjà trop. On est dans un univers qui est diabétique et obèse. C'est comme ça. Et la France va continuer à se détériorer en imitant US, UK, hein, United States, United Kingdom, qui sont encore pires que nous ici dans les pays d'Europe occidentale, continentale. Mais le monde entier se dégrade, y compris les grands pays asiatiques. L'Inde et la Chine, c'est une catastrophe, le diabète et l'obésité. Hein. Alors, j'ai encore des gens qui me disent ça m'insupporte. Mais, Dr Mouton, pourtant, hein, les Chinois mangent énormément de riz et ils sont minces. Ben, ils sont minces, ils étaient minces, oui, mais ils ne le sont plus. Allez voir les chiffres. Donc, tout ça me... Non. Et bon, qu'on arrête avec ça, qu'on soit beaucoup plus dans la santé holistique, hein, et pas du tout sur des axes comme ça, parce que c'est en fait du marketing déguisé, à mon avis. Attirer le chaland
en lui disant, viens chez moi, je vais te faire un suivi où tu vas enfin pouvoir bouffer tout le sucre dont tu as envie à 16 heures. C'est criminel. Bon, je trouve ça criminel. Voilà. Et alors, les repas du soir sans protéines, sur des bases pseudo-ancestrales, complètement loufoques. Donc, nos ancêtres qui crevaient de faim étaient là en train de dire, ah non, là, on a un bon morceau de bidoche, mais on est le soir, non, on va manger qu'il nous reste éventuellement des glands qu'on a été récoltés dans la forêt et on laissera la bidoche pour le lendemain, qui évidemment, le lendemain n'y est plus, il y a quelqu'un qui aura mis la main dessus. Donc, tout ça, c'est ridicule. Les repas sans protéines sont à gros risque de dérive de la glycémie qui va grimper. Comment est-ce qu'on va freiner l'augmentation de la glycémie dans un repas? C'est avec des protéines qu'on mange, notamment, pas que, au début du repas. Donc, tout ça, c'est des dérives et des trucs, c'est dépassé. Je crois qu'il n'y a plus personne qui peut vraiment défendre ça. Ça ne tient pas la route. Puis ça a des effets néfastes parce que première priorité de nous quatre dans nos activités professionnelles réciproques, c'est nous assurer que les gens que nous voulons aider, que nous voulons éduquer, que nous voulons informer, ne glissent pas, peut-être aussi dans 10 ans, dans 20 ans, parce que vous avez beaucoup d'audience jeunes, il faut qu'ils prennent d'assez bonnes habitudes, ils ont beaucoup plus de liberté de manœuvre parce qu'ils dépensent plus, ils sont sportifs, etc. Mais il faut quand même prendre de bonnes habitudes parce qu'alors après, pour les changer, quand on a 45 ans et qu'on voit que ça commence à se dégrader et qu'on consulte en médecine fonctionnelle parce qu'on a déjà fait du dégât, c'est au départ qu'il faut éduquer les gens et les mettre sur les bons rails. Parce que alors après, quand on a toute sa vie bouffé du sucre à 4 heures, à 16 heures, pour changer, ça devient très difficile. Hein. C'est des habitudes vicieuses qu'on a beaucoup de mal à perdre. Pierre ? Mais les recommandations quand même de ne pas consommer les glucides le matin, c'est un peu de la chrononutrition. Oui, ne pas en consommer, ça dépend un peu. Hein. En tout cas, surtout ne pas avoir un premier repas dominé par les glucides. Mais il peut très bien y avoir des glucides dans un repas, parce qu'alors là, si vous continuez à me titiller sur la présence ou pas des macronutriments, préméditation, voilà. Je mange selon mes génotypes. Décale un petit peu sur la... Voilà. Oui. Voilà. Et encore un tout petit peu là. Je voyais. Il est parfait. Il est nickel. Donc, je mange selon mes génotypes. Et donc, dès qu'on va un peu plus loin dans la répartition des macronutriments, si on est à ApoE2, il faut plus de lipides. Si on a peu d'amylase, même chose. Et inversement, on peut avoir des cas opposés. Donc là, il faut aussi personnaliser. Mais il y a des gens qui ont une bonne tolérance aux glucides. Tout le monde ne doit pas être cétogène ou carnivore, loin de là. Et chez ceux-là, il faut aussi tenir compte de la charge physique, de l'activité globale qu'il y a là derrière, qui peut être en partie professionnelle, en partie sportive, les deux ou plus l'un que l'autre. Et évidemment, si on a besoin de nourrir la bête, il est tout à fait plausible d'avoir des glucides dans tous les repas, qu'il y en ait 2 ou 3 d'ailleurs, mais jamais commencer par les glucides. Ça, c'est une bonne règle parce que si on veut stabiliser la glycémie, ça, c'est un des secrets. D'ailleurs, on a fait un premier épisode avec le docteur Mouton. On vous mettra sûrement le lien en description, vraiment sur ce côté-là, sur ce livre-là qu'on a développé pendant plus de 2h30. On a mis une petite blouse avec l'IA sur la miniature que vous verrez au moins le docteur Mouton une fois en blouse, ça sera intéressant. Bref, juste pour revenir au cerveau. Ne refaites plus un truc pareil. Je sais que ça vous avait pas trop plu. On va voir. Mais jamais on n'a pas encore décidé de la prochaine miniature, on va trancher prochainement. C'est l'épisode 48, c'est le 48e pourcent. Je mange selon mon génotype avec le docteur Georges Mouton. On vous laissera regarder ça et d'ailleurs on a eu pas mal de commentaires et n'hésitez pas d'ailleurs à poser aussi vos questions. C'est vrai que le docteur Mouton vient répondre à tous les petits commentaires sur YouTube et c'est très plaisant. Juste pour revenir à notre sujet du cerveau, donc on a parlé de santé intestinale. Est-ce qu'il y a d'autres organes qui sont importants sur le fonctionnement du cerveau? Je pense peut-être notamment à la thyroïde. Est-ce
est-ce qu'il y a d'autres choses aussi à checker, à regarder pour avoir justement un cerveau en bonne santé, hormis ce système digestif? Et justement, alors pour faire avancer le schmilblick, Alexandre, je te renvoie au moment, et il pourrait être proche, hein, où nous allons parler de toutes ces substances qui ont fait leurs preuves, ou en tout cas qui ont de bonnes références scientifiques pour le bien-être du cerveau, pour le bon fonctionnement du cerveau, pour la bonne performance du cerveau. Et c'est comme ça que je vais aller rechercher la thyroïde et les surrénales, parce que c'est toujours la même chose. Moi, j'ai quand même dans ma pratique c'est pas le triangle des Bermudes, hein, mais c'est quand même un truc fondamental, un triangle fondamental, un trépied, je pense que c'est peut-être un meilleur terme, que je n'ai jamais utilisé, c'est peut-être pas mal à répéter dans le futur. Oui, on innove vous êtes 3 déjà. Avec les PABS. Eh ouais. Et oui, vous êtes 3. Et donc, c'est quoi les 3 trucs fondamentaux? C'est l'intestin, la thyroïde et les surrénales. Vous réglez ça, j'ai envie de dire, vous réglez tout. Pour autant que l'hygiène de vie ne soit pas délirante. Bon, sommeil, c'est évidemment très important aussi. On pourrait mettre une chaise où le 4e pied, c'est le sommeil, mais on va retomber là-dessus dans les substances nootropiques et autres nécessaires pour le bon fonctionnement du cerveau. Bah, peut-être qu'on peut en parler maintenant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars. Après, peut-être qu'on voulait aussi évoquer cette évolution du cerveau au fil du temps. Est-ce qu'il y a des choses à dire? Comment le cerveau peut grossir? Et aussi, qu'est-ce qui fait à la fin, malheureusement, qu'on perd un petit peu ses capacités cognitives? Est-ce qu'on, pareil, hein, vulgarisant bien sûr pour nos auditeurs, comment on pourrait l'expliquer, cette évolution du cerveau dans le temps? Mais moi, je me porte comment est-ce qu'on dit? Je suis en porte-à-faux, je crois que c'est mieux dit comme ça, concernant cette espèce de perte progressive du cerveau, de la mémoire, de nos capacités cognitives. Pour moi, la cognition est quelque chose enfin, en tout cas, moi, je refuse absolument. Je suis quand même très vite 70 ans, hein, je suis à peine quelques mois d'entrer dans ma 70e année, donc on y est là, on y arrive. Moi, je ne prétends pas avoir une cognition en baisse, et je pense qu'elle est plutôt à la hausse, mais évidemment, j'y travaille. Et puis alors, ce qu'on sous-entend là, c'est la neurodégénérescence, mais justement, c'est le but un peu du sujet aujourd'hui, c'est de donner des outils, des pistes pour l'éviter. Et pour moi, elle n'est pas incontournable. J'ai plusieurs patientes, j'en ai une petite demi-douzaine de patientes. Bon, évidemment, il y a plus de femmes dans cette tranche d'âge-là que d'hommes. De toute façon, moi, j'ai 4 fois plus de femmes que d'hommes dans mes patients, parce que les hommes, bon, ils se sentent trop forts pour demander de l'aide, ou bien à ces âges-là, évidemment, il y en a moins quand même. Longévité est moindre, mais ces femmes sont cognitivement impeccables. Je communique avec elles par des courriels. Bon, voilà, et je peux vous dire qu'elles tiennent la route, hein. Donc, il n'y a pas de raison. Alors, évidemment, il y a une fin à tout, mais ce n'est pas du tout quelque chose qu'il faut voir comme inéluctable. On a des outils, et c'est tout le but de ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, non, il n'y a pas de perte de volume, etc. Bon, déjà, chez l'humain, le cerveau, à la naissance, est plus gros par rapport au reste. Donc, il a déjà pris de l'avance. On ne va pas lui imposer un retard à la fin pour compenser. Et donc, ça, c'est toute la lutte contre la neurodégénérescence. Il y a beaucoup de nootropiques dont on va parler qui sont intéressants pour l'éviter. Et alors, pour reparler encore peut-être brièvement, éventuellement une dernière fois des génotypes, c'est vrai que dans le génotype ApoE4, et a fortiori quand on a un E4 des 2 parents, donc les doubles 4, sinon en général quand on dit E4, c'est E4, E3, une copie E3, une copie E4, mais dans les doubles 4, c'est évidemment encore plus lourd. Les risques de neurodégénérescence sont accrus, sont triplés, x12, x15 quand c'est 4 homozygotes, donc des 2 parents,
Est-ce que c'est incontournable? Non, mais alors il faut vraiment s'activer pour compenser le génotype par toute une stratégie dont on a parlé. On ne va pas reparler de ça, mais c'est bien de le rappeler, puisque c'est une des pentes savonneuses vers la neurodégénérescence, mais qui est tout à fait qu'on peut maîtriser, qui est maîtrisable, ça se dit ça, maîtrisable, qu'on peut maîtriser par une bonne approche fonctionnelle qui touche l'alimentation. Donc, cholestérol, graisse saturée, il faut se surveiller, il faut y aller mollo. Ça dépend aussi des tests sanguins. Je ne dis pas qu'il faut être radical chez tout le monde, mais il faut faire attention. Et le sucre surtout, Georges. Et alors, ça, c'est évidemment l'autre piste, mais ça, là, on va devoir en reparler parce que quand on va un peu plus parler de la mémoire est proportionnelle, enfin inversement proportionnelle à l'hémoglobine glycosylée. Plus l'hémoglobine glycosylée augmente au fil de l'âge, plus la mémoire descend. Et moi, je suis obsédé par ça. Je ne suis pas obsédé par mes aspects cosmétiques, voilà, bon, je ne fais pas spécialement attention à mon apparence, je fais attention à ce qu'il y a à l'intérieur et j'ai une HbA1c de 5,4%, ce qui pour mon âge est bon. Ça pourrait encore être mieux, mais voilà, ça demanderait plus de sacrifices. Donc ça, là, je suis intraitable. Il faut garder une HbA1c basse. Mais les deux voies qui aboutissent à la neurodégénérescence, elles peuvent être empruntées simultanément ou l'une plus que l'autre. C'est évidemment, on pourrait appeler ça les démences vasculaires, où on abîme le système artériel et donc on diminue l'irrigation du cerveau. Ça, c'est évidemment fatal pour la cognition et pour le fonctionnement de l'organe. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le diabète de type 3. Alors, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Ah non, Georges, on y était là. Il faut y aller là. Là, faut y aller. Déjà, Georges, je suis obligé de rebondir. L'HbA1c, c'est quoi les normes? Et après, il faut qu'on enchaîne sur le diabète de type 3. L'hémoglobine glycosylée, 5, première décimale égale votre âge au niveau de la décennie, moins 1. Donc, alors, on va être un peu indiscret. Bon, Alexandre, il me fait... On a 30 ans. On a 30 ans, Georges. Oui, on a 30 ans. Tous les trois. Oui, tous les trois. Putain, vous avez 90 ans, vous trois déjà, alors. Oui, oui. Même un peu plus. Même un peu plus. Allez, on a 100 ans à 3, c'est bon. Dans la trentaine, idéalement, votre HbA1c acceptable à 5,3, mais quand même... 5,2. Moi, je demande 5,2. Ok. Et quelqu'un de 50 ans, si je comprends bien, c'est 5,4. Mais alors, on plafonne parce que ce serait un peu trop facile. Donc, bon, moi, j'arrive dans ces tranches d'âge-là. On ne va pas plus que 5,6 parce que 5,8, c'est du prédiabète. Donc, 5,6, on s'arrête, même si on a 80 ans, c'est 5,6. Okay, on ne triche pas. Mais patiente de 90 ans aidée, j'en ai une à qui je rends visite samedi prochain parce qu'elle est en Belgique. Maintenant, je suis au Luxembourg. Elle aura 99 ans en décembre, donc je la couvre d'un regard très attentif. Et donc voilà, pour elle, l'idéal c'est 5,6 et je pense qu'elle est même à 5,5. Donc voilà le plafond. Georges, donc moi ça me touche beaucoup. J'ai fait mes tests en médecine fonctionnelle. Donc HbA1c, je suis à 5,7. J'ai une glycémie élevée à 1. Donc pas loin du prédiabète. Est-ce que tu peux nous faire un focus sur la santé métabolique et l'impact que ça a sur le cerveau et pourquoi pas dériver sur le diabète de type 3 et tout ce qui est Alzheimer? Alors, je rebondis tout de suite sur un élément que tu as donné, c'est la glycémie à jeun. Bon, là, attention, ça peut être corrélé, mais ça peut aussi être indépendant. Il y a des gens qui s'alarment parce qu'ils ont une glycémie à jeun un peu haute et en réalité, ils ont une HbA1c qui est pas mal. Donc ça, c'est de la glycémie à jeun liée au cortisol, donc c'est purement du stress. Ce n'est pas la glycation. Et d'ailleurs, c'est un pic de cortisol matinal, et puis après, il croule, c'est un pic. Hein, et donc, il n'y a pas de quoi augmenter l'HbA1c. Bon,
Chez toi, évidemment, la question reste ouverte. Si tu as une HbA1c aussi haute, ben, bon, le pic matinal, il est pris dans le problème global. Et donc, cette HbA1c, je crois que pour la caractériser, on peut l'appeler, enfin, le phénomène qu'elle induit. Moi, en un mot, je crois qu'on a tout dit pour ne pas s'étendre. Caramélisation du cerveau et du reste. Donc, c'est un phénomène, vous savez, le diabète, c'est l'horreur. Je suis en train de faire beaucoup de vidéos sur la correction du diabète de type 2 par l'alimentation sur ma chaîne. Et j'ai encore des munitions pour de futures vidéos parce que, y compris chez les gens qui n'ont pas le profil, qui ont plus de 80 ans, qui sont en surpoids, qui ne sont pas des gens qui se sont préoccupés, et on peut facilement se l'imaginer, de ce qu'ils ont mangé, de leur apparence, etc. Puis ils se retrouvent à des âges avancés, ils se disent, oula, mais dans quoi est-ce que je vais tomber, moi? Parce que si on laisse les choses évoluer suffisamment longtemps, on bousille tout. La vue, la fonction rénale, le cardiovasculaire, les risques de cancer, enfin, c'est le carnage. Et le cerveau. Oui, mais c'est pas le sujet, si? Enfin, j'ai pas l'impression que c'est le sujet du jour, moi. Non, mais je sais que le bateau est parti, hein, Georges. Et vous êtes, Ah, c'est vous qui attends, ramez, hein, c'est vous qui ramez dans alors, le. Alors, ce qui est intéressant, c'est Vincent parlait du HbA1c. Combien ça coûte de se faire tester, Vincent, toi qui 10 l'aspect euros. pratique? 10 euros. Votre médecin ne va pas accepter 10 euros. Votre médecin n'acceptera de vous tester l'HbA1c que si vous êtes déjà diabétique. Pour ne pas le devenir, il n'en a rien à. Non, mais bon, ça Ok. on peut prendre les devants et se Le dire, problème, c'est que des fois, il y a une méconnaissance, tu vois. oui, Et c'est ça le plus grave, entre guillemets, c'est que. Et alors, ce serait dommage d'aborder ce sujet-là et de ne pas le dire. Le problème, c'est que le truc à la mode, c'est de recevoir son index OMA, qui combine la glycémie à jeun. Bon, évidemment, ça reste important, hein, parce que si elle est monstrueuse, bon, ben là, on rien que sur la glycémie à jeun, si on est au-dessus de avec en l'insulinémie à jeun. 22 ou en 28, on peut déjà soupçonner un diabète. Mais l'index OMA, donc c'est glycémie à jeun et insuline à jeun. Et il y a des gens dont l'insuline à jeun est correcte, notamment des gens fort sportifs. Vincent, tu es sportif. Ouais. Et tu vois, tu as probablement une insuline à jeun qui est beaucoup plus acceptable et ton HbA1c n'est pas bonne. Donc, il faut tester l'HbA1c aussi. Et beaucoup de médecins ont cru que c'était dépassé, que c'était un truc vintage. Non, il faut les deux. Il faut l'insuline à jeun et l'HbA1c. Il y a des gens qui ont un qui est bon, l'autre pas, et vice-versa. Évidemment, les deux peuvent être aussi mauvais. Ce qu'il faut, c'est que les deux soient bons. Et donc, pour revenir quand même au truc, tu as les démences vasculaires, et ça, c'est toute la piste, notamment chez les ApoE4 avec des problèmes d'athérosclérose des artères cérébrales. Et puis alors, il y a toute la piste du diabète de type 3, donc des démences par mauvais métabolisme du glucose au niveau cérébral. Il y a les deux pistes. Il y a parfois les deux, parfois l'un, parfois l'autre. Mais en médecine, c'est toujours comme ça, hein. Je vais te donner l'exemple de l'insuline et de l'HbA1c. On peut avoir un, on peut avoir l'autre. On peut avoir les deux. Et faire croire aux gens que c'est nécessairement les deux, que si on a un, on aura l'autre, et que si on n'a pas un, on n'a pas l'autre, tout ça, c'est tout à fait malencontreux, parce que c'est leur donner de fausses réassurances et passer à côté de la montre en or au niveau du diagnostic et de la mise en œuvre des corrections. Docteur Mouton, qu'est-ce qu'on fait alors concrètement? Dans un premier temps, je fais un test génétique, oui ou non? Est-ce que ça a du sens? Derrière évidemment les risques de neurodégénérescence, il faut s'assurer de son ApoE, qui peut venir aussi avec des bonnes nouvelles, hein. Si on est ApoE2, a priori, on est largement protégé contre Alzheimer. Il n'y a pas d'ApoE2 qui fait de l'Alzheimer. Voilà, il faut vraiment qu'il fasse tout l'inverse de ce qui peut être bénéfique. Donc, en pratique, non.
Mais le 4, bon là, il faut faire beaucoup plus attention que la moyenne des gens. Ça concerne 20% de la population, donc c'est pas rare, mais c'est pas non plus la majorité. Ça, c'est un côté. Et puis de l'autre côté, le génotype de l'amylase salivaire, c'est très intéressant parce que quand on a peu de copies de l'amylase salivaire, ça c'est le génotype AMY1A, automatiquement, on a une tendance à mal gérer le glucose, les sucres et les glucides, et on a un pancréas peu efficace. Et donc, un peu paradoxalement, je ne vais pas entrer dans les détails, je renvoie à d'autres discussions à ce sujet. Écoutez le podcast numéro 48, parce qu'on a passé 2h30 dessus. Et en fait, peu d'amylase salivaire, je termine, peu d'amylase salivaire, davantage d'HbA1c. Et c'est un peu contre-intuitif, mais c'est comme ça. Donc, c'est aussi un paramètre. Donc, ceux qui ont peu d'amylase salivaire et qui s'en rendent compte, ils doivent être beaucoup plus attentifs à leur prise d'amidon, puisqu'ils sont mal équipés pour digérer les amidons, et comme ils les digèrent mal, ils en produisent plus de glucose. Alors qu'on pourrait se dire, ben oui, mais ils digèrent pas les amidons, donc ils vont pas faire de glucose. Eh ben si, c'est l'inverse, parce qu'ils ont un problème au niveau pancréatique. Ils n'ont pas une bonne synchronisation avec la sécrétion d'insuline, etc. Ils ne sont pas modernes pour la gestion de la bouffe du néolithique, de la révolution, de l'invasion des glucides et autres céréales. Voilà. Donc, c'est vrai que parfois, c'est ce qu'on va faire après, on va justement évoquer les pistes pour essayer de prévenir tout ça. Mais des fois, ce qui est encore plus facile à voir, c'est qu'est-ce qu'on fait concrètement pour augmenter ses chances d'avoir une maladie dégénérative. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut consommer beaucoup de glucides, comme ça les auditeurs au moins, ils vont se dire, bon, mais ça, il faut que j'arrête, il faut que j'évite, il faut que je limite. Qu'est-ce qu'on pourrait vraiment leur conseiller? Comment se détruire, Georges? Voilà, comment se détruire le cerveau de façon à faire l'opposé. Détruire à 1000%, là. Voilà. Non, mais de nouveau, la méthode pour se détruire le cerveau ne va pas être la même pour tout le monde. Oui. On va dire qu'il y a des gens qui vont faire la même chose, et certains vont se détruire le cerveau avec ça, et d'autres pas. Donc, il faut Bien sûr. personnaliser, c'est ce qu'on vient de dire. Oui, bien sûr. Pas que génotype, marqueur métabolique. Allez mettre 10 € pour vérifier votre HbA1c. Parce que Vincent, si on n'avait pas abordé ces sujets-là, tu n'aurais pas testé ce truc-là. Or là, ben, tu dois faire des corrections alimentaires, tu dois mieux stabiliser ta glycémie. Oui, mais là, j'ai le capteur à glycémie en ce moment, là, ça fait 15 jours. Parle-nous, Vincent, parle-nous. Ah, mais je vais parler. La chrononutrition, je lui mets un chassé. Finalement, non, mais tout ce que j'entends et tout ce qu'on peut entendre sur les réseaux, c'est des vérités qui ne sont pas adaptées à chacun. Moi, par exemple, je ne fais aucun pic le matin et j'en fais dans la journée. Le soir, si je mange des glucides, je suis en pic toute la nuit. Parle-nous de la mangue. Et ça, personne n'en parle, tu vois. Mais ça, c'est pas le truc Instagram. Et donc, en fait, c'est très personnel. Et voilà, ça me regarde. Moi, j'en parle. Ah. Bah, quand même. Mais j'ai aussi une vidéo où je conseille de comprendre ce qui ne va pas avec un glucomètre, parce que imaginons que tu as un frère jumeau ou un pote de ton âge, vous avez fait des études ensemble, etc., et que vous dites, bah, tiens, on va mettre tous les deux un glucomètre pendant 15 jours, et on va se synchroniser, on va manger exactement la même chose, voire ensemble, bon, on va se retrouver tout pour nos repas, etc. Ben, vous n'allez pas du tout avoir les mêmes explications ou les mêmes pics de glucose, ça va être tout à fait différent l'un de l'autre, parce qu'il y a tout un tas de... Et ce n'est pas que les génotypes qu'on a évoqués, il y a encore plein d'autres trucs qu'on ne connaît pas, et donc la réaction glycémique à des aliments ou à des repas, alors l'index glycémique, c'est une plus grosse foutaise que l'index glycémique, ça m'insupporte l'index glycémique. Qu'est-ce que ça peut foutre? Manger des glucides à index glycémique bas. Eh ben, j'ai failli faire un geste que je ne suis pas censé faire, évidemment. Vous pouvez le faire, docteur. C'est ça. Ça, je peux faire, oui, mais enfin, il y en a d'autres. Et donc, non, parce que d'abord, déjà, l'index glycémique d'un aliment. Alors, qu'on me dise l'index glycémique du repas, mais il n'y a pas de repas les mêmes. Donc,
le glucomètre va nous dire ce qui se passe et on va se dire, mais mince, et on va avoir plein de surprises différentes, des gens qui réagissent à des repas où il y a trop de glucides, des gens qui réagissent parce qu'ils ont pris un peu trop de dessert, d'autres qui vont avoir un dessert où rien ne va se passer. Il y a des gens qui font un pic de glucose avec une tasse de café. Moi, j'en fais pas du tout parce qu'ils ont une réponse cortisol au café, à la caféine. Et donc là, qui dit cortisol dit pic de glucose. Vous allez voir aussi que dans vos activités sportives, évidemment, la glycémie augmente. Mais bon, là, ça a des vertus parce que il faut bouger. Donc, on va pas interdire ça, mais on va s'en rendre compte. Enfin, il y a plein de trucs et on va finir par tomber sur une individualisation stricte. C'est-à-dire qu'il va vraiment avoir un apprentissage tout à fait personnel de ce que le glucomètre montre. Et c'est fascinant. Et c'est évidemment, tu fais bien, Vincent. C'est comme ça que tu vas rectifier le tir. Et il faut, parce que sinon, tu t'imagines, à ton âge, 5-7, mais tu es certain d'être prédiabétique à 50 ans, puisque tu mets en général une couche de 0,1% par décennie. Sauf si tu changes tes habitudes, ton alimentation et ton style de vie. Mais attends, Georges, je suis dans le top 10 européen du mode de vie le plus maîtrisé. Donc en fait, tout est géré chez moi. Sauf que en fait, quand j'ai découvert ça, j'ai deux solutions. C'est soit je suis abattu et je me dis je vais être prédiabétique ou soit je prends ça comme un rebond et je me dis ok, en fait, il y a encore de la marge de progression et le glucomètre, en réalité, ça m'a beaucoup servi. Il faut mettre en alerte les gens qui nous écoutent. C'est peut-être pas pour tout le monde parce que ça peut être aussi anxiogène. Voilà, il faut être accompagné par un professionnel de santé, mais ça peut être une autre solution. Un accompagnement par un spécialiste, des prises de sang, un polymorphisme génétique, pourquoi pas un glucomètre, mais l'idée c'est l'exploration et d'être en accord avec soi-même. Et d'avoir les informations et de savoir comment on répond aux aliments, de se dire ben, ce repas en fait je pensais pas, mais là je fais exploser mon score glycémique à l'instant T. J'aurais jamais pensé ça. Et pourquoi, comment, ben voilà, c'est ça qu'il faut trouver. Donc, la seule chose qui est réellement anxiogène, ben, c'est de se rendre compte alors qu'on est jeune, on est vraiment sur la voie rêvée pour arriver au prédiabète et un jour au diabète. Ça, c'est anxiogène. Mais la réponse n'est pas anxiogène, mais elle peut avoir besoin d'une certaine guidance. Ça, c'est vrai, parce que bon, les gens ils comprennent pas nécessairement tout. Ceci dit, le glucomètre te dit quand même, ah ben non, mais ça va pas. Et puis de nouveau, dans l'exemple que je donnais où on est deux à faire l'expérience en parallèle, même âge, même sexe, même style, on va voir que un répond mal et l'autre répond bien. Mais donc forcément, les adaptations nutritionnelles, chronologiques aussi, vont être différentes. Et donc ce que je subodore dans ce que tu me dis là, Vincent, c'est que toi, tu serais probablement mieux sur une diète qui tend vers le cétogène. Et vice-versa, ben, il y a des gens qui vont vers le végétarianisme quand c'est pas véganisme, mais bon, là, j'ai des soucis avec cette diète extrême et qui, en réalité, prennent du poids, deviennent aussi diabétiques parce que, ceux-là, il y a les deux. Tu te retrouves du mauvais au bout du mauvais, j'ai un peu mal en manché mon exemple, mais tu te retrouves du mauvais côté du continuum, c'est pas là que tu dois être, c'est en face. Et donc ça, tu t'en rends compte. Tu peux t'en rendre compte par une étude très technique, test biologique, test génomique. Tu peux aussi t'en rendre compte parce que tu vois que ton HbA1c est horrible et que tu comprends avec ton glucomètre les erreurs que tu fais. Quelle stratégie adopter? Est-ce qu'on doit adapter la charge glycémique sur la journée? Et où est-ce qu'il faut adapter les pics glycémiques dans la journée, du coup les éviter ces pics glycémiques? Parce que Vincent fasse un pic après avoir mangé quoi que ce soit, pour ne pas Ça me fait citer. penser à Jod, que moi j'étais pas là sur cet épisode. Il a dit on n'est pas des faibles. Voilà, on est là pour faire des pics glycémiques. Donc lui, il se fait des pics glycémiques avant d'aller à la musculation, par exemple. C'est un autre contexte après. C'est un autre contexte, hein, mais la question que tu poses, Pierre, elle est intéressante. Est-ce que de faire des pics, c'est une normalité ou est-ce que c'est la glycémie moyenne au quotidien qui est à prendre en compte?
Ouais, un peu les deux, mais je pense qu'il faut peut-être se remettre dans un contexte ancestral. Il y a probablement pas si longtemps, c'était quasi impossible de se faire des pics glycémiques, ou alors Ouais, ils c'est vrai. étaient très occasionnels. Il Mm. fallait avoir trouvé le Un le champ de nid myrtille. du miel et se dire ouais, ça fait 6 mois que j'ai pas trouvé une source de miel. Ouah, on va en profiter, comme quand on fait une belle célébration. Et moi, je suis jamais contre le fait que mes Mm. patients prennent du plaisir dans des célébrations, pour autant qu'elles soient tout à fait ponctuelles. Donc, je crois que les pics, c'est une invention moderne. Par Parce- contre, ce qui est vrai aussi, c'est que les gens qui bouffent tout le temps et qui ont des fenêtres alimentaires très larges et qui trouvent normal de faire 3 repas et 3 collations, on ne parle pas ici de bodybuilding, Et oui, c'est ça le d'entraînement. contexte de HZOD. Mélangeons Oui. pas, parce que Oui, ça, oui, c'est oui. différent. Et le gars qui Un veut extrême. parce que bon, il pense que c'est mieux pour développer sa masse musculaire. Enfin, moi, je ne parle pas de ce genre de choses-là, parce que ça, c'est des niches très spécialisées, où il faut une expertise et où on peut comprendre que les stratégies soient différentes, mais les objectifs sont différents. Non, on est dans le monsieur, madame, tout le monde, madame et monsieur, tout le monde. Hein, Ou comme on doit- monsieur et madame prédiabète. Ben oui, mais il y en a plein, et c'est Mais c'est la oui, mode. C'est monsieur et madame tout le monde, ça. ben oui, 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 oui. c'est vrai, c'est vrai. Chez ceux-là, le fait d'avoir de multiples repas et collations est tout à fait calamiteux. Déjà, quand on fait du jeûne intermittent, dont je suis un grand fervent, eh bien, on a déjà tout un tas d'heures où on tire l'HbA1c vers le bas, hein, et où on fait du fat burning, parce que les gens, c'est des carb burners. Et alors, forcément, là, ils sont pris à leur propre piège, et c'est un cercle vicieux absolu. En fait, l'idée, c'est absolument pas de revenir vers un débat de se dire que ancestralement, il n'y avait pas de céréales, qu'ils sont apparus très tard dans l'alimentation de l'homme, c'est-à-dire il y a pas si longtemps que ça à l'échelle de l'évolution, et qu'en fait, on n'est pas ou très peu adapté à une alimentation aussi riche en glucides, que ce soit en quantité et ou en sucre raffiné, donc on va dire en qualité. Puisqu'au final, il faut de l'individualisation. On sait qu'il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles à ces charges de glucides. Mais si on revient sur l'alimentation ancestrale, on avait très très peu accès aux glucides, in fine. C'était beaucoup de baies. Je vais Généralement être pris au parlant, piège par les sectogènes, en fait, là, Georges. En oui, fait, oui, je mais suis en train de tomber dedans. généralement parlant, on pourrait avoir envie de dire ça, mais je pense que ça, c'est biaisé, c'est une démarche sectaire. C'est pour ça que ce sont des sectogènes, ceux qui la poussent trop loin. Je dis pas qu'il n'y a pas du mérite là-dedans, mais bon, d'abord, il y a des centaines de millions d'années, des centaines de milliers d'années, et si on part d'Homo erectus, bon, de 2 millions d'années, pour faire simple. Donc, déjà sur ces longues durées, il y a déjà eu plein de variations. Ça, c'est un. Deux, il y a la variation de la latitude. C'est pas la même chose pour ceux qui vivent dans des latitudes très élevées dans l'hémisphère nord et ceux qui vivent près de l'équateur. Trois, il y a eu des changements climatiques, il y a eu des glaciations, ce à quoi on se réfère toujours. En France, vous êtes un peu obsédé par le terme Cro-Magnon, qui est tout à fait dépassé et assez peu jouissif, j'oserais dire. Mais donc ça, c'est une fenêtre dans le truc, mais il y a eu beaucoup d'autres circonstances. Puis alors, il y a différents continents. Il y a différents climats de par les parties du monde, les époques, les latitudes, les changements climatiques. Il y a eu le Sahara vert, maintenant le Sahara est désertique, donc tout ça influe sur les habitudes humaines. Donc, c'est pas du tout univoque. Donc, c'est aussi complexe que notre diversité d'aujourd'hui. Il faut arrêter avec ce mode alimentaire carnivore ancestral, c'est de la foutaise. Justement, pour reprendre l'exemple de Vincent qui maintenant a réussi à s'optimiser au niveau alimentaire,
est-ce qu'il y a des pistes aussi qu'on pourrait lui conseiller? Peut-être après on sait il est sportif, mais est-ce qu'il y a une activité physique aussi particulière qui pourrait l'aider à réguler sa glycémie? Est-ce qu'il y a d'autres, en dehors de l'alimentation, est-ce qu'il y a d'autres éléments justement sur lesquels on peut travailler pour ajuster ça? Ok, ben au début, je me suis dit c'est une bête question, mais tout compte fait, elle est tout à fait valable. Excuse-moi, hein, Alexandre, Pas de souci. C'est un compliment en fait, hein, Alex. Hein. Oui, il voulait me tirer dessus au début, mais c'est pas grave. Oui. Il a chargé le fusil quand même. Non, mais c'est tout à fait vrai, parce que finalement, il y a deux grands types pour faire vraiment basique d'activité physique. Il y a les activités de basse intensité, que je vais m'appeler aérobie, hein, qui vont essentiellement fournir de l'énergie via le cycle de Krebs et donc la mitochondrie, et on doit en reparler si on arrive un jour à reparler du cerveau. On y est, on est dedans. La mitochondrie, et donc brûler des acides gras, donc brûler du gras, basse intensité. Et ça, évidemment, dans son cas, c'est ce qu'il faut favoriser comme activité physique. Parce que s'il ne fait que des intensités plus élevées, il va peut-être prétendre être modéré, mais moi, je veux voir sa production de toxines, éventuellement un test de lactate pour voir à partir de quelle fréquence cardiaque il commence à faire du lactate, parce que ça, c'est anaérobie, et ça, c'est la glycolyse. Et la glycolyse, elle brûle du glucose, avec le problème de se dire, oui, mais si ça brûle du glucose, c'est bon puisque j'ai trop de glucose. Ah oui, mais la faim sera là, et le glucose, on va toujours le reconstituer, toujours refaire du glycogène. On ne va pas se laisser mourir de faim, et les régimes hypocaloriques n'ont aucun mérite. Zéro. Ça n'existe même pas dans le concept de santé préventive dont nous parlons. Et donc, cette dualité est essentielle. Si tu veux faire baisser ta glycémie moyenne, fais du sport de basse intensité, fais-le à jeun, bois de l'eau, brûle du gras. Tu n'auras pas envie de manger du sucre pour recharger ce que tu as consommé. Tu vas de plus devenir un fat burner. Tu vas être moins soumis aux fluctuations, parce qu'évidemment, les pics, on disait tout à l'heure, mais les pics, finalement, c'est peut-être bien les pics. Non, c'est pas bien les pics, parce que les pics sont nécessairement suivis d'un crash. Il n'y a pas des pics et puis après, ça rejoint la ligne de base. Il y a un pic, il y a un creux. Et le creux, ben, ça donne faim. Qu'est-ce que tu vas manger dans le creux? Tu vas prendre ta bouteille d'huile d'olive. Et tu vas vouloir du glucide. Tu vas vouloir, peut-être pas du sucré, mais en tout cas du féculent, ce qui est logique pour remonter, sortir de ton crash glycémique. Donc, oui, c'est vrai que l'activité physique peut aider à revenir vers du fat burning. Je suis désolé pour le franglais. Alors, la lipolyse. Oui, mais enfin, ceux qui vont encore mettre en commun, le docteur Mouton, il fait toujours du franglais. C'est très déplaisant. Nous sommes ici en France, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas utiliser des termes anglais. Bon, mais alors, les 50 études que j'ai imprimées, ils sont toutes en anglais. Donc, allez vous faire. Bon, bref. Mais donc, c'est très important, cette histoire. Il faut rééduquer les HbA1c élevés en les remettant dans le fat burning. Parce que Vincent, tu peux nous raconter toutes les salades que tu veux. Tu es nécessairement un carb burner pour avoir une HbA1c 5,7. Nécessairement. Il faut faire du vélo, Vincent. C'est peut-être plus compliqué que ça. C'est peut-être plus compliqué que ça. Bon, après, voilà, il y a un contexte, mais c'est sûrement l'axe hypothalamo-hypophysaire surrénalien qui est défectueux. Ma question, tu vois, c'est le problème de l'individualisation, Vincent, parce qu'en fait, de toute façon, on parle du cerveau, on est là pour comprendre à 1000%. On comprend que la santé métabolique, elle est centrale dans tout ça. Dans le cas de gens, voilà, qui seraient prédiabétiques et qui font de l'activité physique et de l'activité physique d'endurance, il y a quand même un besoin énergétique, tu vois. Et généralement, les gens qui font du trail, par exemple, Alexandre, il fait de l'ultra trail, il a besoin de manger des glucides pour tenir la distance, tu vois. Comment appréhender ce besoin énergétique avec cette disposition métabolique à la base? Dans le cadre de notre partenariat avec Nutri&Co, on est heureux de vous proposer moins 10% sur tout le site avec le code podcast10. Il y a un code en description. Retour au podcast.
On écoute Kylian Jornet. Voilà. C'est ce que j'allais dire. Parce que lui, selon ce qu'il fait, il le sent, il le sait, parce que bon, on peut dire qu'il a quand même une expérience et le plus beau palmarès je dirais, de ce type d'effort de tous les temps, à mon avis, hein, sans faire de l'ombre à Mathieu Blanchard et autres très bons autres ultra-trailers. Mais bon, Kylian Jornet, c'est l'exemple même. Ben lui, voilà, il s'est observé, il a tout essayé, il est allé faire des sorties monstrueuses. On parle de 15-16 heures à jeun en buvant l'eau des rivières, plutôt dans sa vie. Et donc, je trouve assez fascinant que ce qu'il préconise, ben, sur des longues distances comme ça, c'est de ne pas nécessairement manger la même chose. Sur ces longues épreuves, s'il est dans une côte, il va ingérer plus de glucides, et puis forcément après une côte, ben, il y a une descente, peut-être une zone plus plate. Quand c'est du vélo, ben, évidemment c'est pas ce qu'il fait, mais pour donner un autre exemple, ben, on peut avoir vent dans le dos, vent de face, tu vois. Et donc, selon l'intensité de l'effort qu'on est en train de faire, on ne consomme pas nécessairement la même chose. Et puis il y a probablement un gros intérêt à aller voir les génotypes derrière, mais il faut savoir que Kylian Jornet est végétarien. Oui, mais c'est un extraterrestre, Georges. Non, moi, oui, mais quand tu entends les cétogènes et les sectogènes dire que pour faire des épreuves de très longue haleine, il faut nécessairement être en diète cétogène, mais je suis désolé, mais lui, c'est vraiment un beau contre-exemple. Hein. Alors, extraterrestre, ben, il y a des... Hein, c'est un continuum, hein, il n'y a pas lui et le reste de l'humanité, il y a tout, et donc il y a des différences interindividuelles majeures. Moi, j'aimerais juste rebondir par rapport à ça, parce que c'est vrai que c'est un sujet qu'on voit pas mal en ce moment, avec, on voit des titres, le trail crée des futurs diabétiques, avec justement cette consommation de glucides. Mais il faut quand même remettre du contexte, je trouve, parce qu'à l'entraînement, justement, on va pas du tout chercher à consommer tout le temps 60 à 80 grammes de glucides par heure. C'est des choses qu'on fait surtout à proximité. Et d'ailleurs, c'était le docteur Kuhn qu'on avait eu dans le podcast qui nous avait expliqué ça. Pour créer justement des adaptations aux glucides pendant l'effort, c'est mieux de le faire à proximité de la compétition et de s'entraîner. On va pas toujours être à 50, 60, 70 grammes de glucides par heure lors des entraînements. Même pendant les sorties longues, la majorité des gens sont habitués. On arrive à faire 2, 3, 4 heures sans consommer énormément de glucides. Donc c'est vrai qu'en fait, c'est des cas extrêmes, mais qui sont dans des situations qui sont très occasionnelles pendant des courses, et on fait souvent un ultra, voire aller 2 par an pour la majorité des gens. Donc au final, c'est 2 jours dans l'année où on va consommer vraiment une grosse quantité de glucides. Donc voilà, je mets un peu de contexte sur tout ça, et je trouvais que c'était important de dire ça. Mais au-delà de ça, il y a un piège. Il y a un piège, c'est que derrière le marketing pro-glucidique qui est en plein boom actuellement, tu as les firmes. Tu as les firmes qui veulent que tu achètes leurs produits, pas juste pour l'ultra trail, comme tu dis, 2 fois par an, voire dans les phases finales de préparation pour être vraiment capable de digérer ces charges glucidiques qui peuvent être intéressantes, mais qui sont peut-être pas pour tout le monde. Il faut encore voir comment ton métabolisme fonctionne. Mais enfin, imaginons que il y ait quand même pas mal de gens que ça aide. Ces firmes vont vouloir que tu fasses ça toute l'année. Oui. Alors là, on part dans du délire, quoi. Moi, j'ai d'ailleurs 2-3 vidéos qui ont tourné autour de ce sujet-là sur ma chaîne très récemment. J'ai une nouvelle collègue, Anne-Lyne, qui est pas tellement loin de chez vous, je crois, et qui elle-même est escaladeuse, très sportive, et qui s'est beaucoup intéressée à tout ça. Et alors, elle avait pris le conseil d'une coach pour faire son sport. Elle fait quand même énormément. Un peu moins, je crois, depuis que je l'ai mise comme collaboratrice parce qu'elle a beaucoup de travail. Mais la coach lui fourguait mais des glucides à la folie, quoi. Et donc, le problème, c'est que la coach, elle vend elle-même des trucs, tu vois. Donc, tout est faisandé. Je suis assez d'accord pour dire que la compétition, c'est la compétition, et la vie normale ou l'entraînement, je dirais, fondamental, etc., c'est tout autre chose. Et donc, il faut bien distinguer. Mais le danger, c'est quand on vient avec la notion du gut training,
hein, où pour tolérer beaucoup de glucides dans les compétitions, il faudrait quasiment tout le temps bouffer beaucoup de glucides. Et là, c'est le début des problèmes. Ceci dit, 6% de la population possède beaucoup de copies de l'amylase salivaire. Si ça se trouve, chez ceux-là, ça pourrait être vraiment rentable, et chez ceux-là, l'hémoglobine glycosylée ne va pas trop monter. De toute façon, Alexandre, si tu fais de l'ultra-trail, tu essayes différentes choses. Surveille ton insuline à jeun, surveille ton HbA1c, écoute ta santé intestinale, voir si c'est pas en train de fermenter et de complètement partir vers la dysbiose. Surveille ton poids. Parce que le sous-entendu, c'est que je fais le lien avec tout ça. C'est par exemple, là, on discute de personnes qui font plus de 15 heures de sport par semaine. Quand tu fais de l'ultra, ou au moins plus de 10 heures, on est sur des profils particuliers. Et de surveiller aussi le fait que l'apport des glucides, c'est aussi pour pas perdre trop de masse corporelle. Il faut constituer les stocks. C'est l'enjeu aussi de tout ça. Et notamment, par exemple, pour les femmes qui se retrouvent très exposées à des syndromes de perturbations hormonales liées à une carence énergétique liée à ces sports qui demandent. Nouchka en parle très bien, Nouchka Diète, de tout ça. En cétogène, parce qu'on leur a dit qu'il y avait que ça de vrai, etc. Il faut recharger, hein. Il faut recharger, tu vois, juste pour rebondir, Alexandre, sur ce que tu dis, c'est que quand même, les gens que je côtoie qui font de l'ultra ou qui font des sports d'endurance, ils ont quand même cette notion de recharger après un entraînement, les réserves en glycogène, et ça recharge quand même avec des glucides, hein. Très rarement, donc j'entends le fait de vouloir recharger ses réserves, mais sous repas glucidique, du coup, on vient surcharger ce système-là. Mais moi, je dis toujours que le repas qui est le plus ouvert, le plus bienveillant vis-à-vis d'une prise de glucides, c'est ce qui suit la sortie, l'entraînement physique, etc. Ceci dit, si tu vas à vélo dans une vallée faire 2 heures à 120 pulsations par minute, tu n'as pas besoin de recharger les glucides, hein. Tu as brûlé du lipide, peut-être que justement tu as envie de perdre du gras, et donc tu es en train de faire ça. Donc, de nouveau, c'est contexte de résumer, parce que tu vas avoir des activités physiques infiniment variables selon les personnes, où il ne faut pas se tromper. C'est croire qu'on est en endurance fondamentale parce qu'on peut parler, qu'on est relax, voilà, on part à plusieurs, on discute entre soi. Et alors qu'en réalité, tu as déjà une implication glycolytique, donc tu es déjà en train de brûler du glucose à gogo, parce que tu n'as pas du tout la condition de base, et que pour être vraiment dans l'endurance aérobie stricte, il faut être à des fréquences cardiaques encore plus basses. Et là, il y a une énorme source d'erreur que tu payes beaucoup plus tard, beaucoup plus longtemps après. Et ça, je me rends compte. C'est pour ça que je reviens un peu comme un boomerang avec des conseils et des vidéos et des webinaires sur l'activité physique, parce que je me rends compte qu'il y a plein de gens qui croient bien faire et qui font des erreurs de débutants, voire pas de débutants, qui croient qu'ils sont, surtout quand c'est des populations un peu plus âgées ou qui ont déjà été sportifs et puis qui pensent qu'ils peuvent être et avoir été, mais ils sont plus du tout au niveau où ils étaient, et donc ils doivent vachement baisser d'un cran, parce que sinon ils se mettent de travers. Ce qui se passe avec ces gens-là qui se surévaluent, ça ne dure pas très longtemps. Alors on me dirait, comme ça ils ne se font pas trop de tort. Oui, mais ils arrêtent, ils se blessent ou ils sont dégoûtés, et ils ont toutes les excuses du monde. Dans un cas comme dans l'autre, ils ne vont plus faire cette activité. Or, le but de mettre les gens à l'activité physique, c'est que ce soit pérenne, pas le temps de se foutre en l'air et puis que le corps te dise stop. Est-ce que l'activité physique, c'est pas une façon de prendre soin de son cerveau? Peut-être qu'on pourrait en reparler. Non, moi j'ai ça pour vous ici. Non, ça vous intéresse pas ça? Allons-y. Chimique. J'aime bien de vous surprendre. Il faut vous surprendre que vous êtes là. Le contre-pied, genre. Ah oui. C'est les effets spéciaux là, hein. Ah oui, c'est impressionnant, mais c'est des moyens de malade là. C'est le métaverse.
C'est quoi ce truc-là? Pour les auditeurs pour ceux qui nous écoutent juste, il y a le docteur Mouton qui fait des effets spéciaux avec sa caméra. Il Donc, montre il y a- une feuille avec écrit mais c'est en 3D en Zootropil plus, dessus. hein. C'est de la 3D, non? Il y a de la perspective et tout. Georges, tu peux nous décrire pour les auditeurs qui ne voient pas l'image? Alors ça, c'est quoi? Eh bien, ça a été ma porte d'entrée. Il y a certainement 30 ans au bas mot, donc à une époque où vous étiez en train de gigoter dans des berceaux plus ou moins J'ai peur. dans vos langes, etc. Donc on va arrêter là. Et c'était intéressant parce que le nom de la molécule, ça m'avait titillé. Nootropil, c'est évidemment la même racine qu'on utilise dans les nootropiques. Alors la molécule est chimique, c'est le piracétam. Okay, ça existe toujours, donc ça c'est toujours disponible. Bon, c'est totalement démodé parce qu'on a maintenant trouvé beaucoup de nootropiques qui sont intéressants, efficaces et qui ne sont pas des molécules chimiques. Mais voilà, c'est un truc historique, mais j'aimais bien, enfin je l'aurais même pas montré parce que maintenant c'est surtout des produits génériques, donc qui s'appellent piracétam trucmuche. Mais ici, c'est le nom d'origine, c'est les premiers, ils avaient une patente, et puis alors ils l'ont perdu, et puis tout le monde a commencé à vendre du piracétam. Mais à l'époque, c'était Nootropil. Donc, surtout pas prendre ça, mais voilà, c'est pour vous ramener, les petits gars, quand même, sur le sujet. Je suis désolé que ce soit moi qui doive faire ça, alors qu'il était prévu que ce soit l'inverse. On se laisse porter, on est bien avec toi aussi. Oui, on est passionné, Georges. Là. Donc, dis-nous en plus, alors, Georges, tu nous as teasé. Et nous, on monte dans le bateau, hein. Peu importe où ça va, c'est le chemin qui compte. Hein. Ces analogies de bateau, là, comment ça va faire un peu. Ça commence à tanguer. Moi, j'ai l'hameçon, là, Georges, allez. Bon, mais voilà, mais ici, ça nous ramène un peu à ce qu'Alexandre avait un peu évoqué tout à l'heure. Bon, je trouve que ceci, c'est pas de moi, hein, mais bon, voilà, j'ai imprimé parce que bon, comme ça, j'oublie aucun des éléments. Donc, l'effet le plus recherché des nootropiques est d'améliorer les facultés cérébrales et cognitives chez les personnes en bonne santé. C'est ça, parce que, bon, c'est toujours le cas, en tout cas chez moi, je suppose quand même chez vous aussi jusqu'à un certain point. Il y a des exceptions aux règles, mais bon, ce genre de support, c'est pour du grand public. On n'est pas là pour résoudre des maladies fatales, ok? On est là pour que les gens essayent de se mettre sur les bons rails, soit d'y rester s'ils y sont et de s'y remettre s'ils n'y sont plus. Donc, chez les personnes en bonne santé. Alors, voilà la petite liste. Mémoire, bon, très important, évidemment. Attention, vigilance, un peu synonyme. Concentration, c'est pas tout à fait synonyme, ça. Apprentissage, hein, bien aussi. Vitesse d'exécution, quand même. Capacité d'analyse, enfin bon, voilà. Okay, donc, c'est complexe, c'est divers. Et alors, leurs modes d'action sont au pluriel, donc sont éminemment variables. Meilleure circulation sanguine et donc meilleure oxygénation du cerveau, logique. Propriétés anti-inflammatoires pour lutter contre l'inflammation du système nerveux central. Régulation des neurotransmetteurs, nous y voilà, ben, là on s'arrête là, hein, ok, neurotransmetteurs. Régulation émotionnelle, protection cérébrale et neuronale contre le stress oxydatif. Ça, c'est évidemment tout le volet antioxydant. Okay. Régénération, puisque les neurones peuvent se régénérer. On a toujours cru que quand on perdait un neurone, on ne savait plus le récupérer. Heureusement, ce n'est pas le cas. Hein, Pierre, hein? Enfin bon, je m'égare. Ne te lâche pas. Hein. Stimulation des ondes cérébrales alpha, etc. Bon, voilà. Donc ça, c'est un peu des généralités. Alors. C'est quoi un nootropique déjà, Georges? C'est quoi un nootropique? C'est ce que je viens de t'expliquer. Là. Mais j'ai pas compris. C'est quoi? Ce sont des molécules. On va se limiter, bien que je vous ai montré un chimique pour démarrer, mais on va se limiter à des nootropiques naturels, sains. J'ai éliminé ceux qui sont reconnus comme à activité nootropique, mais
qui ont des effets secondaires potentiellement significatifs. Donc ceux-là, j'en parle même pas parce que ça m'intéresse pas. Je veux des molécules sûres. Bon, à part, il y a toujours l'allergie. Bon, si on est allergique à quelque chose, évidemment, il faut pas en prendre. Mais c'est améliorer la cognition, la mémoire. Tu veux quand même pas redire ce que je viens de dire, non? Non, c'est bon. Mais c'est un stimulant, Georges. Non, parce que là, ça, alors, parfaite porte d'entrée dans ce qui suit. Alors là, tu as ces strikes. Hein. Café, caféine. Hein. Pas pareil, ça. Pas pareil. Coca, Cocaïne. Coca, il croit que c'est parce qu'il prend du diet, comme un certain Donald. Il pense que c'est bon. Non, mais café, Georges, parfait. Là. Caféine. Caféine. Caféine, stimulant, plein d'inconvénients. Moi, ça m'intéresse pas. C'est pas un nootropique. Ce qui est nootropique, ce qui a une action nootrope. Nouvel adjectif. Je sais pas si ça se dit, si c'est nootrope ou nootrope. Ça passe. C'est homologué. C'est le café. Pourquoi? Parce que dans le café, il y a, dans une tasse de café, il y a 1000 molécules. Une d'elles est la caféine et dans le reste, il y a des tonnes d'antioxydants et d'autres choses. Okay? Donc, café, oui, pas après 14 heures. Hein? Je vous ai expliqué quand on a commencé à s'échauffer pour notre discussion que c'était time. Il n'est plus question, ici, je suis à l'eau. Sauf quand c'est 1000%, il y a une petite dérogation, enfin, on connaît. Jusqu'à 15 heures. Oui, mais enfin, à 14 heures, 15 heures, ça tout dépend du fuseau horaire où on se trouve. Et du coup? Alors, et donc, ça, c'est stimulant. Ce qui est stimulant, je n'ai pas envie de les inclure et j'ai pas envie d'en parler aujourd'hui. Donc, je considère que le café est évidemment intéressant parce que, d'ailleurs, bon, c'est ce qu'on met ici parce que, bon, enfin, ici, c'était plutôt les effets secondaires, mais on les connaît, mais c'est essentiellement les effets secondaires, c'est au niveau de la caféine, les effets secondaires du café, au sens global, hormis caféine, il n'y en a pas. C'est plutôt des effets primaires intéressants pour la santé, parce que qu'est-ce que ça peut me courir sur le rame, cette histoire, cette espèce de vendetta systématique de beaucoup de naturopathes qui, la première chose qu'ils font, d'abord, c'est interdire. Alors, qu'est-ce qu'ils interdisent en priorité? Le café. Donc, tout ce qui plaît aux gens, ils interdisent. Comme ça, c'est une façon de mettre la main sur la relation soignant-patient. On interdit. Et donc là, maintenant, vous êtes sous ma coupe. Sous mon emprise. Moi, ça, je déteste. Alors, il y a des gens qui savent très bien qu'ils ne supportent pas le café parce qu'ils ont une mauvaise métabolisation de la caféine, cytochrome, P450, 1A2. Si ce truc-là est évidemment en complet ralentissement, donc un génotype surtout homozygote de métaboliseur lent, évidemment, on a tous les effets secondaires de la caféine. Et inversement, celui qui a les deux copies de métaboliseurs rapides, il ne les a pas. Bon, mais ça, les gens le savent. Je veux dire, c'est même pas un test génomique qui est très utile parce qu'on peut le deviner rien que de voir comment on réagit au café. Bon, moi, je me tiens à maximum 3 cafés par jour, très exceptionnellement 4, parfois 2. Je peux très bien rester sans en prendre, parfois pour des raisons logistiques, et je m'arrête à 14 heures. Voilà, et ça, personne ne peut dire que ça a des inconvénients. Maintenant, ceux qui ne supportent, enfin, qui métabolisent très mal la caféine, il est évident que déjà ça pour eux, ça ne leur convient pas, mais ils le savent, ça ne sert à rien d'interdire des trucs à des gens qui se le sont déjà interdits. Celui qui apprécie sa tasse de café, qui ne la prend pas pour se créer un pic de cortisol, parce que moi, je prends pas du café pour me booster, je prends par plaisir et par goût, et parce que ça me fait passer des premières heures de ma journée de manière agréable. Agréable, c'est pas tout à fait négligeable, hein. Dites, les naturaux, là, sectaires et qui interdisent tout ce qui est agréable. Tu m'as enlevé le sucre le matin déjà, Georges.
Toi aussi, un peu, t'es. Toujours noir le café. Du sucre, du lait, mais vous êtes des fous furieux ou quoi? Vincent, je t'en prie, Georges, prends la tu parole. parles des nootropiques. Donc tu dis que toi, c'est pas les stimulants que tu cherches, mais de ce que j'ai pu entendre de ta description, c'est des antioxydants. Donc la santé mitochondriale est au centre du sujet. Il y en a Euh, plein dans ma liste. ok, donc c'est vraiment des protecteurs de nos mitochondries dans les cellules neuronales. Oui, oui. Et avec, c'est souvent des actions très pléiotropes. À vos dictionnaires, les gars. J'ai pas compris. Pléiotrope, pléios en grec, multiple. Allez, prends un peu de culture, quoi, bordel. Enfin, pardon, on enlève ça au montage. C'est souvent, ces nootropiques sont souvent antioxydants et souvent anti-inflammatoires. D'ailleurs, ce qu'il y a dans le café, ça a aussi des vertus anti-inflammatoires. Hein. Le café, alors, excusez-moi, mais voilà, 70 berges, sexe mâle, prostate, moi, j'ai envie de bénéficier de l'effet incontestable de réduction du risque du cancer de la prostate chez les buveurs de café. Alors, c'est toujours les études épidémiologiques, évidemment. On n'a pas sélectionné 200 000 personnes et donné du vrai café à certains, du faux café à d'autres, une étude qui coûterait quelques centaines de millions d'euros. On n'a pas. C'est toujours épidémiologique. Et il y a des biais de recrutement, ok? Les buveurs de café, c'est pas les mêmes que les buveurs de bière. Je veux dire, chacun. Hein, C'est pas les mêmes que les buveurs de thé. C'est pas non plus les mêmes que les buveurs de thé, mais bon, le thé est quand même en général bénéfique aussi. Ils sont plus proches que les buveurs de bière. Surtout le thé vert, parce qu'on va bientôt parler de la L-théanine, qui est un nootropique majeur. Et donc, tout ça joue, anti-inflammatoire, antioxydant, et puis, bon, des propriétés vraiment spécifiques qui sont bénéfiques pour le cerveau, pour les neurones. Enfin, il n'y a pas que les neurones, hein, il y a toute la microglie. Enfin, il y a plein de cellules dans le cerveau, mais on n'est pas là pour se lancer dans l'anatomie et l'histologie du cerveau. Mais voilà, cette première partie avec Georges Mouton sur le cerveau est finie. On a tourné plus de 3 heures de podcast avec Georges qui, vous savez, est un petit peu bavard. Donc, on a décidé de couper cet épisode en 2 parties. Le prochain épisode sortira jeudi. Donc, on vous mettra également le lien du 2e épisode en description une fois qu'il sera posté, de façon à ce que ce soit plus simple pour vous pour le retrouver. Sinon, abonnez-vous à la chaîne. Vous avez plus de 100 podcasts à retrouver, que ce soit disponible également sur Spotify, donc sur 1000%. Et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit j'aime. Ça paraît rien, c'est gratuit, mais ça récompense le travail et en fait, ça va permettre d'augmenter la visibilité à d'autres personnes. Donc, c'est hyper important pour nous. Si vous avez une seconde, merci de faire ça. Donc, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode et merci à vous surtout de suivre 1000%.